Tous les jeudis matins, les membres du Café Chaud partagent avec vous une écoute, un visionnement, un téléchargement qu'on a beaucoup apprécié au courant de la dernière semaine. Autour de la table, Jean-Marie Yamba Yamba, Benoît Michaud et moi-même. Et le tirage au sort sous la vérification de Michaud Yamba Yamba Desjardins a décidé que c'était moi qui commençais cette semaine avec ce super dossier de The Guardian. Vous savez, et puis on va le dire d'entrée de jeu, The Guardian s'est engagé à rapporter plus activement les nouvelles qui traitent de la crise climatique. C'est d'ailleurs eux qui ont un peu lancé l'adoption de ce terme-là, crise climatique, pour parler de l'urgence climatique ou de réchauffement climatique. Là, choisissez le terme qui vous convient. Et hier, ils ont publié ce dossier-là où on documente 20 entreprises qui ont émis depuis 1965 le tiers des émissions mondiales. C'est pas 3000. Écoutez cette statistique-là, remâchez ça un peu. Là, le tiers. 20 compagnies ont émis le tiers des émissions mondiales. Sans surprise, dans ces 20 compagnies-là, on retrouve des pétrolières, des compagnies de charbon également, surtout, en fait, des pétrolières. Au premier rang, Saudi Aramco, cette grande entreprise étatique d'Arabie Saoudite. Chevron arrive en deuxième, Gazprom en troisième, ExxonMobil en quatrième. On retrouve BP, Shell, un peu plus loin. Et pourquoi on a utilisé l'année 1965? Selon The Guardian, c'est environ autour de 1965 que la science autour du réchauffement climatique et du rôle de l'humain dans l'accélération du réchauffement climatique, c'est autour de 1965 que le rôle est devenu assez clair. Et surtout, c'est à ce moment que ces mêmes compagnies, eux aussi, connaissaient leur rôle dans tout ça. Mm-hmm. On a donné un droit de réponse à ces 20 compagnies-là. Il y en a seulement 7, je crois, qui ont répondu à The Guardian. Entre autres, la réponse de Total, qui est savoureuse. Total qui dit, écoutez, nous, on n'a pas la responsabilité du produit une fois qu'il est extrait de la terre. Donc, on ne sait pas comment les gens l'utilisent. La façon dont les gens utilisent notre pétrole, c'est pas notre responsabilité. Oui. Merci, Total. Bref, un dossier vraiment intéressant. Il y a plusieurs liens là-dedans qui va décrire, entre autres, le rôle de chacune des compagnies. Et également, on retrace l'historique scientifique des changements climatiques. Donc, à partir de quel moment la science était claire, à partir de quel moment les gouvernements voulaient agir et à partir de quel moment les lobbies se sont mis à contrecarrer le message avec différentes études qui ne se sont pas avérés. Bref. C'est intéressant. Ils mettent à la fin de l'article un lien vers la réponse des compagnies également. Si vous voulez une petite leçon de patinage. Là, ça... Ouais. Alors, je vous invite à aller voir ça. C'est très intéressant. D'un autre côté, le débat à avoir autour de ça, c'est la responsabilité des entreprises et la responsabilité individuelle. Je ne voudrais pas que ce soit perçu également comme une façon de se dire, écoutez, si eux font le tiers, moi, je peux continuer à vivre de la même façon dont je le fais. Je pense qu'il faut avoir la discussion sur les deux, dans les deux volets également. Mais quand même, 20 entreprises pour le tiers des émissions mondiales, c'est un chiffre qui frappe et qui est très fort, très puissant. Ça devrait inciter les gouvernements, selon moi, c'est ça, exactement. De quel côté ils ont orienté leurs décisions, même leurs objectifs de réduction. Et c'est là où les groupes environnementaux qui font des manifestations comme cette semaine, peut-être manquent un peu le tir, c'est de dire... On n'est pas là pour vous tanner dans vos automobiles là, et de vous bloquer des ponts et de vous faites que vous arrivez en retard. Non, on est là pour lancer un message au gouvernement d'agir auprès de ces entreprises-là. 12 des 20 sont propriété d'État. D'État, en plus, oui. Exactement. Bref, belle responsabilité. Super dossier de The Guardian que je vous partage cette semaine. Avec vous, Jean-Marie, c'est la semaine des prix Nobel, entre autres. Et vous nous présentez une petite explication des prix Nobel, des gens qui peut-être ne méritaient pas leur prix Nobel, c'est dans le monde. Oui, en effet. J'étais intéressé par cette petite vidéo, parce que nous sommes effectivement dans la semaine des Nobel. On a annoncé des lauréats en littérature, en physique et en médecine. Alors, la vidéo du quotidien Le Monde présente justement un petit florigé, une petite sélection d'anciens lauréats qui ne méritaient pas vraiment leur prix. On le sait, les Einstein, les Marie Curie, les Robert Koch, les Max Planck, Werner, Heisenberg ont amplement mérité la consécration ultime du Nobel, mais tous les lauréats n'ont pas été nécessairement à la hauteur. Alors, l'auteur de la vidéo, Donald Walter, en a retenu 3. Le premier, le médecin danois Johannes Fibiger,
qui a été récompensé en 1926 pour avoir découvert le ver parasite Spiroptera carcinoma, qui, selon lui, déclencherait les cancers. Eh bien, d'autres recherches ont établi par la suite que ce n'était pas le cas. Bon, mais il avait déjà eu son prix. Il y a également l'éminent physicien italien Enrico Fermi qui a obtenu le Nobel en 1938 parce qu'il aurait démontré l'existence de nouveaux éléments radioactifs qui surgissaient après avoir bombardé le noyau de l'uranium, l'élément le plus lourd. Il affirmait donc avoir fabriqué ces nouveaux éléments qui devraient être plus lourds que l'uranium, mais en réalité, on s'est aperçu que c'est simplement la fission nucléaire qu'il a découverte, parce que la fission, c'est quoi? C'est que des noyaux, donc des protons sont brisés. On ne crée pas des nouveaux éléments, c'est juste qu'on a réussi à briser un élément, donc on n'avait pas des éléments plus lourds forcément. Mais le prix Nobel lui était déjà accordé. Puis le troisième cas, c'est le médecin portugais Egas Moniz qui a été récompensé pour sa découverte de ce qu'on appelle les valeurs thérapeutiques de la leucotomie dans certaines psychoses. Donc c'est qu'il a développé une technique pour intervenir chirurgicalement dans le cerveau. Donc on touchait un peu le cerveau. Bon, ça a aidé, mais il s'est avéré que ça provoquait d'autres maladies. La technique a été utilisée jusqu'en 1952. On s'est aperçu qu'elle était néfaste et on l'a abandonnée. Bon, Est-ce qu'on parle de Aung San Suu Kyi dans ce palmarès-là? Parce que si on regarde dans l'actualité, le comité des prix Nobel ne veut pas retirer le prix de la paix, le Nobel de la paix qu'a reçu Aung San Suu Kyi, malgré son silence sur la crise des Rohingyas. Les prix Nobel qui ont été remis ne sont pas retirés, même pour ces Donc on ne les retire pas. On ne les retire pas, mais on s'aperçoit simplement qu'on n'aurait pas dû le donner. Cela dit, il faut le souligner, tous ces gens-là, c'est d'éminentes personnes, parce que Enrico Fermi, même les autres qu'on a mentionnés, ils ont fait du bon travail, ils ont découvert des choses, mais les choses pour lesquelles ils ont été récompensés ne méritaient pas nécessairement le Nobel. Quand c'est pas de la fourberie, je trouve que c'est pas si mal, parce que la science, c'est assez erreur. Là. Moi, j'ai hâte qu'on ait un prix Nobel, Benoît, qui nous dira si oui ou non nos téléphones nous écoutent. On relance le débat et la discussion ce matin à l'émission avec un article de Radio-Canada, justement. Oui, je m'amuse à soir, on fait peur au monde. La dernière fois, je vous ai parlé de combien valent nos données sur le Dark Web. C'est l'équipe de Radio-Canada, l'équipe techno, là, qui s'est penchée sur un dossier, justement. Vous ouvrez votre téléphone, on vous cible une publicité. Vous venez de parler ce midi avec votre collègue, votre épouse, votre ami. Et vous le faites parce que cette semaine, ça m'est arrivé avec mon collègue Nicolas Fiche qui me parlait d'une marque de café qu'il a essayé au courant de la fin de semaine et 3 heures plus tard, en réunion sur Facebook, j'étais ciblé par la même marque. Écoutez, alors que j'ai fait aucune recherche. Là. Et on en a jasé. Mais c'était juste un échange téléphonique? Verbal. Un échange verbal au bureau. Là. Et là, il y a nos collègues qui se sont interrogés. Est-ce que nos téléphones nous écoutent? Et puis, ils sont allés en parler avec l'expert en cybersécurité de l'information. Ici, à Radio-Canada, Luc Lefebvre, ils lui ont posé des questions là-dessus. Et c'est assez troublant, les réponses qu'il dit. En fait, intuitivement, on aurait tendance à dire « Non, c'est de la légende urbaine, c'est que nos téléphones nous écoutent. » Non, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont activées sur nos téléphones. On en parlait tout à l'heure. Là, dès qu'on vous demande dès qu'on installe une application, est-ce qu'on peut utiliser ceci ou cela? Si on répond non, on ne peut pas l'utiliser. Alors, la plupart du temps, les gens disent oui. Et on se perd un peu dans les dédales de la désactivation de certains paramètres, ce qui fait que, oui, lui, il rapporte un exemple qui était avec son épouse où il discutait. Il parlait de Magali Lépine-Blondeau et comme de fait, des nouvelles d'elle sont arrivées sur son fil juste après. Et c'était pas son téléphone qui écoutait, mais bien celui de sa conjointe qui, elle, n'avait pas désactivé certains paramètres. Mais moi, c'est la puissance de l'algorithme. Par contre, il y a une recherche anglaise dont on a discuté à l'émission il y a quelques semaines qui nous disait que l'algorithme est tellement puissant, donc c'est que moi et Nicolas, on aime le café. Nicolas est allé acheter du café cette fin de semaine. Il a été tracé par GPS, la récurrence des échanges, l'heure de la journée où probablement on consomme notre premier café. Et boum, l'algorithme fait 1 plus 1. C'est rendu puissant. C'est vraiment des questions, je dirais, même éthiques, que la société devrait se poser. C'est pas normal qu'on soit ciblé à ce point.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire quelque chose, donc s'intéresser aux petits détails là, quand on nous dit qu'on peut désactiver certains des paramètres. Et tout ça va se retrouver sur le site web du Café Chaud après l'émission, après 9 heures. On va prendre le temps de mettre ça en ligne au ici radiocanada.ca/le Café Chaud. Merci beaucoup.